Madame, Monsieur, merci d'être des nôtres sur la télévision du Monde et bienvenue au 13h de ce samedi 18 août 2018. Ouvrons cette édition de l'information en nous intéressant à la zone dite anglophone au Cameroun, une zone subie à des guerres depuis plusieurs années qui ferait face, d'après les organisations internationales, à une crise alimentaire. Les détails avec vous, Adrienne Nobodem. Si rien n'est fait pour stopper les affres de la crise anglophone, 3 régions du Cameroun pourraient d'ici la mi-2019 se retrouver en phase de crise alimentaire. Janine Kodo Atanga, coordonnateur du programme national de veille et de renforcement de la sécurité alimentaire du Cameroun, lance l'alerte. Le programme parle de 485 576 Camerounais menacés de famine. Chiffre qui est en réalité la conclusion d'une enquête diligentée au mois de juin 2018 dans 21 départements du nord-ouest, sud-ouest et une partie de l'ouest du Cameroun. 223 experts commis à cette tâche ont orienté leurs études sur 20% de la population cible. Une crise alimentaire à laquelle le plan humanitaire d'urgence prévu sur 18 mois par le gouvernement en faveur de ces régions ne pourra pas contrer. Il faut le rappeler, les 2 régions anglophones du Cameroun ont vu des revendications corporatistes se muer en l'espace de quelques mois en un conflit armé où les victimes se comptent désormais par centaines. Les escalades de violence font partie désormais du quotidien des populations. Un environnement peu propice à l'épanouissement de ces dernières. En majorité paysanne, elles n'osent plus s'adonner aux travaux champêtres, insécurité oblige. Si l'on atteint la phase d'insécurité alimentaire dans ces 3 régions du pays, même avec une aide alimentaire, les populations seront exposées à la mort du fait d'un déficit complet de denrées alimentaires. Parlons à présent de la protection des usagers de la route. Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé frappe de nouveau le point sur la table. Le ministre des Transports vient de sanctionner d'autres agences de voyage à travers le triangle national, mais une occasion également pour Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé de réhabiliter certaines agences qui étaient jusqu'alors suspendues. Frédéric Moutomé. En date du 10 juillet 2018, Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé Masséna suspendait 6 agences de voyage, notamment Charité Voyage, Élégance du Noun, Alliance Voyage, Super Grand Mifi Plus Voyage, Faco Travelers et Butrans Voyage. Selon le communiqué numéro 0038-C -MIN-Transport-SG-DTR-SDPR-STRV du même jour, les agences susmentionnées étaient interdites d'activité sur l'ensemble du territoire national en raison de la non-régularisation de leur situation administrative. Le 16 juillet 2018 et au travers d'un autre communiqué, le ministre des Transports confirme les sanctions de certaines de ces agences évoquées ci-dessus et remet en activité d'autres parmi elles. Ainsi, pour avoir régularisé leurs différents documents administratifs, Élégance du Noun, Butrans Voyage et Super Grand Mifi Plus Voyage sont de nouveau autorisés à fonctionner et à transporter les usagers de la route dans leurs terminaux respectifs disséminés dans le pays, soit à Douala, Yaoundé, Bafang, Bafoussam, Fumban, Fumbot et bien d'autres. Le communiqué signé Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé Masséna, qui se veut clair et précis, confirme par ailleurs la suspension d'activité de Charité Voyage, Alliance Voyage et Faco Travelers. Ces différentes agences de voyage, malgré le rappel à l'ordre du ministre des Transports, ne se sont toujours pas conformées à la réglementation en vigueur en matière de transport interurbain. Précisons que pour ramener l'ordre, la sérénité et la discipline administrative dans ce secteur important et névralgique de la société, Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé Masséna a multiplié des actes répressifs vis-à-vis des transporteurs interurbains. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a quelques jours, Garantie Express Voyage a été interdit d'activité pour une période d'1 mois à la suite d'un accident mortel de la circulation sur la nationale numéro 3 et pour manquement grave aux normes de sécurité et de prévention routière. Dans le même ordre d'idée, General Express Voyage a été suspendu pour 6 mois avec sursis de la réglementation en vigueur. Des sanctions et bien d'autres mesures de répression qui laissent penser que la fin de la récréation a peut-être sifflé dans le secteur du transport urbain au Cameroun.
Rendons-nous à présent dans la cité balnéaire du Cameroun, Kribi, qui fait face à un mouvement d'humeur de la part des populations qui ont décidé de sortir dans la rue revendiquer non seulement les indemnisations de ces populations-là, mais également le recrutement des jeunes au port autonome de Kribi. Les détails avec notre correspondant à Kribi, Joseph Madoula. Kribi s'est réveillé dans une ambiance de mouvement de grève ce matin. La route qui mène au port autonome de Kribi est bloquée. Les populations revendiquent le paiement des indemnisations et le recrutement des jeunes au port autonome de Kribi. Le pont de la Lobé, ce pont qui mène au port autonome de Kribi, est bloqué depuis 4 heures du matin. Cette grève intervient à l'annonce d'une information sur la chaîne nationale CATV, à savoir la formation de 150 jeunes du côté de Paris et le paiement de toutes les indemnisations des peuples autochtones. Informés de ces grèves, le sous-préfet de Kribi 1er et le sénateur Mbamba Grégoire sont descendus sur les lieux. Ce peuple a raison. Vous savez, quand vous avez des soucis, il y a une autre manière de s'exprimer. Ils se sont exprimés avec leur cœur parce qu'ils ont été abandonnés dans ce projet. Les indemnisations, la relocalisation, l'économie, la santé, et tout ce qui concerne l'aspect social a été abandonné. Et on a parlé de la formation. Les Kribiens n'ont aucun profil, mais qui doit les former? C'est cette structure qui vient à Kribi qui doit former les Kribiens. Après plus de 4 heures de négociations, les populations du village de Lobé ont finalement ouvert la route qui mène au port autonome de Kribi en leur donnant un ultimatum de 48 heures. Si tout n'est pas fait, les populations reviendront donc pour barrer ces routes. Affaire à suivre. Albert Madoula depuis Kribi, de retour de Pékin. Yves Sandio nous fait profiter des belles images de la plage de Chouangon. Il faut dire que c'est un site éco-touristique très prisé par les touristes en cette période estivale. Nous sommes en République populaire de Chine et nous sommes dans la province de Tingha. Parmi les sites touristiques de cette province autonome tibétaine, prisé par les touristes, il y a le lac Tingha. Ce lac a la particularité d'être salé. Il s'agit du lac le plus grand de la République populaire de Chine. En été, la profondeur peut atteindre les 21 mètres. Allons à la découverte de ce site éco-touristique qui fait la fierté de la République populaire de Chine. Le soleil au zénith, des vagues qui arrosent les côtes de la province autonome. L'on serait presque tenté par une baignade après un trajet loin d'être une sinécure, tant le lac de la province de Tingha draine des foules. Mais attention, le calme apparent de cette étendue d'eau dissimule une profondeur insoupçonnée, près de 25 mètres de profondeur. C'est pourtant ici qu'en été chinois et touristes se donnent rendez-vous pour un week-end au soleil. Le site, interdit à la pêche, est entouré de 4 montagnes. C'est le lac le plus salé de la République populaire de Chine, long de 107 km. Le lac de Tingha atteint environ 21 degrés Celsius en été, une température propice pour toutes sortes d'activités ludiques et sportives. C'est 105 millions de mètres cubes d'eau offrant une surface navigable aux engins à faible tirant d'eau. Situé au nord du plateau de Tingha, ce lac est le réceptacle d'une floraison d'activités. C'est le cas du Tour cycliste éponyme, une compétition sportive qui chaque année attire de nombreux cyclistes de diverses nationalités. Photos ou selfies, les visiteurs arrivés au bord du lac de Tingha n'hésitent pas à immortaliser cet instant de détente. Site écotouristique, le lac de Tingha peut atteindre plus de 300 mètres de profondeur en hiver. Entre novembre et décembre, la température de l'eau frise alors les moins 6 degrés Celsius. Merci Yves Sandio et bon retour au Cameroun. Poursuivons cette édition de l'information hors de nos frontières, plus précisément au Nigeria, après les réseaux sociaux qui sont désormais la propriété en termes de contrôle des populations. À présent, c'est le collectif Traka qui a décidé de contrôler les travaux publics. Des photos, surveille les infrastructures et rendent des comptes. Un groupe de citoyens ordinaires s'est constitué pour suivre et évaluer les projets publics financés par l'argent du contribuable nigérian. Ici, INI observe l'état d'une route et ses conclusions sont peu réjouissantes. Sur cette route en particulier, la manière dont l'écoulement d'eau se fait, c'est comme si elle avait été faite par des amateurs. Elle n'est pas bien construite et l'eau ne peut pas être canalisée.
Les agents de ce groupe nommé Traka opèrent principalement sur Twitter. Ils se servent de la plateforme pour aller au contact direct des citoyens. Le but, relayer au maximum les photos et les vidéos des projets inachevés. Vous savez, nous sortons d'un contexte de longue domination du régime militaire. Et les citoyens n'ont toujours pas totalement intégré ce que j'appelle les fonctions démocratiques. Pour moi, le seul moyen d'arriver à nos fins, c'est que les citoyens se conduisent comme si nous étions dans une démocratie, où le peuple peut demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. À 6 mois des prochaines élections présidentielles et législatives, les Nigérians se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux. Ils leur offrent un plus grand espace de débat et ouvrent la voie à des initiatives de la société civile. Et cela pour aller encore vers un peu plus de démocratie. Aux États-Unis d'Amérique, cette fois, c'est le président Donald Trump qui décide une fois de plus de menacer la Turquie. Dans leur face-à-face avec la Turquie, les États-Unis ne sont pas prêts à lâcher du lest. Washington a menacé d'adopter un nouveau train de sanctions économiques si Ankara ne libère pas le pasteur américain détenu en Turquie. La justice turque a refusé une nouvelle fois vendredi de lever son assignation à résidence. Comment gérez-vous le dossier des sanctions avec la Turquie? Vous savez que nous avons déjà doublé les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Alors dites-moi ce qu'il en est. Le dossier avance, nous avons été très clairs, le secrétaire d'État et moi. Nous avons imposé des sanctions à plusieurs membres de leur gouvernement et en collaborant avec vous, nous avons d'autres options à étudier si la Turquie ne libère pas le pasteur Brunson rapidement. De son côté, Ankara promet de nouvelles mesures de rétorsion à l'encontre des États-Unis et se rapproche de Paris et de Berlin, en qui il trouve des alliés de circonstance. Angela Merkel comme Emmanuel Macron ont assuré leur soutien à Recep Tayyip Erdogan. Les dirigeants de 2 pays européens importants ont évoqué la force de l'économie turque. Le maintien de la stabilité économique est important non seulement pour la Turquie, mais aussi pour les économies européennes et mondiales. Ils ont également partagé l'idée, comme notre président, que la propension de l'administration Trump à utiliser le commerce, les dollars et les taxes comme des armes est erronée. Le temps presse pour la Turquie pour trouver une solution. Depuis le début de l'année, la livre turque a perdu 40% de sa valeur par rapport au dollar. Voilà qui met un terme à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Mais prenons simplement rendez-vous pour 15 h. On sera donc au cœur de votre émission des débats politiques sur la télévision du monde, tous azimuts. Cet après-midi, comme tous les samedis dès 15 h, on reviendra sur l'actualité clé de la semaine. Une semaine qui est meublée comme toutes les précédentes par les préparatifs à l'élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain. On en parlera également de l'actualité de la crise anglophone au Cameroun après ces récentes sorties des chefs traditionnels de la région du sud-ouest du pays qui se désolidarisent désormais de ceux du nord-ouest dans cette bataille à la paix au Cameroun. Également au cœur de nos débats sur la sellette, le ministre des Sports Ismaël Bidonkwat, après sa sortie où il a permis aux différents leaders et légendes du football camerounais de se joindre à l'organisation de la CAN et bien sûr un clin d'œil à la dernière visite des inspecteurs de la CAF au Cameroun. Au cœur également des échanges cet après-midi, l'actualité avec la rentrée scolaire, la difficulté d'accès aux livres uniques au Cameroun pour cette période très proche de celle de la rentrée des classes prévue le 3 septembre prochain. Et pour échanger sur ces sujets, un panel trié sur le volet. Tout d'abord, M. Julens Tenke-Sepo. Il est bien sûr un militant du MRC, il est conseiller municipal dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, secrétaire général du syndicat des libraires papetiers du Cameroun, mais également un juriste. Vous aurez l'occasion d'avoir également la présence sur ce plateau du docteur Justin Fogoum. Il est président du Parti vert pour la démocratie au Cameroun, membre du G20 qui s'est récemment allié à la candidature du chef de l'État
son excellence Paul Biya. Également sur ce plateau, Jacques Maboula, qu'on ne présente plus, le maire de Yabassi, bien sûr, qui sera également sur ce plateau. Et puis, maître Emmanuel Pensy, avocat au barreau du Cameroun, mais également militant cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. 4 invités pour répondre à vos préoccupations. Le rendez-vous est donc pris dès 15h00. Nous serons là sur ce plateau. À tout de suite.